Très bien, bonjour à tous. En cette matinée fraîche, on va dire, avant la grande chaleur. Donc je suis heureux de vous accueillir ici à la CCI de Seine-et-Marne, donc avec quelques intervenants qui vont intervenir sur un sujet sur lequel vous êtes venus certainement découvrir ou en savoir un petit peu plus. Le sujet, c'est le Big Data. Voilà, donc le Big Data, j'ai sélectionné une petite vidéo qui dure 60 secondes, il me semble, ou 30 secondes, je ne sais plus, pour pouvoir commencer à vous donner un aperçu de ce qu'est le Big Data. Et après, on va rentrer dans le sujet. Voilà, donc on va lancer la vidéo et je vous laisse découvrir cette petite vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo d'Orange qui, je trouve, parle assez bien de ce qu'est le Big Data et de ce qu'on peut en faire. Voilà, donc évidemment, on va rentrer dans le sujet. Donc le Big Data, c'est défini par un certain nombre de choses. Dans Big Data, on entend data, les données, et big, qui veut dire gros. Et le Big Data est défini par 4 V. Donc on va passer la vidéo, enfin le slide. Voilà. Donc le big data est défini par 4 V. Le premier, donc dès qu'on va avoir le slide qui arrive, le premier V, c'est le volume. Voilà. Donc tout d'abord, le big data, c'est d'abord un ensemble de pratiques et de technologies émergentes. Ça, c'est important de le comprendre. Et ensuite, c'est les 4 V. Le premier, ce sont le volume. Donc vous l'entendez bien, dans Big Data, il y a beaucoup de données. Par exemple, dans votre carnet d'adresses, vous avez certainement 200 adresses. Il est assez simple d'écrire à la fin de l'année vos vœux à tous ou à une partie de ces 200 adresses. Assez simple. Ensuite, une entreprise qui a 20 millions de clients, il est assez facile d'envoyer, merci beaucoup, d'envoyer le catalogue à toute ou une partie de ses clients ou à traiter, je dirais, un certain nombre d'informations les concernant pour pouvoir cibler l'envoi de ce catalogue. Voilà. Une autre donnée, c'est par exemple 400 millions de tweets par jour sur Twitter. Là, ça commence à devenir assez important comme information. Et sur Snapchat, il y a 8 milliards de vues par jour. Là, ça commence à devenir colossal et on ne sait plus traiter. En tout cas, avec des technologies habituelles. Un autre V, le deuxième V, c'est la variété. Les données sont constituées d'un certain nombre de formats. On peut avoir des mails, on peut avoir des vidéos, on peut avoir du son, on peut avoir des coordonnées géographiques, on peut avoir des Facebook, des vues sur Snapchat, des empreintes digitales. Voilà. Et le Big Data permet de traiter tous ces formats, je dirais, complètement différents pour pouvoir en faire quelque chose. Le troisième V, c'est la vélocité. Vélocité, c'est la vitesse. Aujourd'hui, le volume de données arrive à une vitesse folle, un peu comme sur une autoroute, comme si vous étiez sur un pont et que vous regardiez les voitures passer et de vous dire tiens, elle est bleue, c'est une Renault, voilà, ça va à une vitesse folle et il faut pouvoir traiter ce volume de données. Le Big Data, c'est aussi ça. Et le dernier V, c'est la véracité. Donc, c'est-à-dire, comme on a un flot de données très important, il faut qu'on sache qu'effectivement ces données sont correctes. Il ne faut pas qu'elles ne soient altérées, parce que derrière, avec toutes ces données, et on le verra avec nos consultants, nos intervenants, toutes ces données, on va prendre des décisions avec. Donc, il faut qu'on prenne des décisions avec des données qu'on dit sûres, en tout cas, qui ne sont pas altérées. Donc je vais donner maintenant la parole à Denis Aublin, qui est cofondateur du cabinet Memorandum, qui est un cabinet qui est spécialisé en stratégie pour la gestion des données.
Dites-nous, Denis, que pouvons-nous faire de nos données dans l'entreprise? Merci Stéphane. Merci Stéphane. Bonjour, donc effectivement, Denis Aublin, mémorandum jeune cabinet, ça fait moins de 2 ans, fondé avec Romain Join, que j'ai rencontré il y a quelques années à Télécom Paris-Tech en master Big Data. Ça fait 4 ans qu'on est à fond dans cette optique-là, après un parcours qui était plutôt commercial marketing, donc ce qui fait qu'on a 2 approches assez... de vision à la fois métier et technique assez complémentaires. Ce qui nous intéresse, c'est traiter toute la chaîne de valeur de la donnée. Et la chaîne de la valeur de la donnée ne commence pas à la collecte de la donnée, elle commence à l'idée que vous allez avoir de ce que vous voulez faire. Ensuite, on va regarder la donnée que vous avez en disponible. On va éventuellement essayer d'en créer de nouvelles pour répondre à votre question. Donc, on va essayer de traiter de qu'est-ce que vous voulez faire jusqu'à comment on a transformé l'entreprise derrière avec la donnée. Entre les deux, bon, si ça recommence, je me déplace et puis on verra. Et entre les deux, donc, il y a la manipulation un peu technique, effectivement. Il y a quand même un peu technique dans la data, ce qu'on appelle, nous, le machine learning. Je précisais tout à l'heure comment je différencie machine learning et big data. Donc, il y a tout ce traitement-là. Et on fait ça dans une logique de transfert de compétences en disant que l'objectif, c'est que l'entreprise soit de plus en plus autonome sur le traitement de ces données parce que ça prend de plus en plus de décisions sur ce qu'elle fait au quotidien et qu'il y a vocation à maîtriser ce qui se décide. Donc dans le mot Big Data, il y a un mot en trop, pour moi c'est Big, je préférais le remplacer par All. L'objectif c'est d'utiliser toute la ressource disponible et que toute cette ressource n'a pas besoin d'être big. Corneille nous a dit que la valeur n'attend pas le nombre des octets, hein. C'est toujours pas aujourd'hui. Ce qui compte, c'est quand on entend les 3V, il ne faut pas le prendre comme un plancher d'éligibilité qui dit si j'ai pas du volume en téraoctets, de la vitesse en temps réel et de la variété avec des sons, des images, ça ne me concerne pas, donc je passe mon chemin. Non, ça veut dire que même si vous avez ça, il y a des solutions aujourd'hui qui existent et que le plafond il se repousse de plus en plus. Maintenant, un data scientist aujourd'hui, à l'école, on forme, on intervient en enseignant dans des écoles d'ingénieurs, on commence à travailler le machine learning sur des bases de données qui font 300 lignes et 10 colonnes, ça s'appelle la base Iris, les fleurs, ou ça s'appelle la base Titanic. L'objectif, il n'y a pas de plancher. Donc l'objectif, c'est pas avoir 20 millions de clients pour pouvoir en tirer quelque chose sur eux, c'est savoir plein de choses sur vos clients. Et tout le monde sait plein de choses sur ses clients, parce que si vous avez enregistré les appels, si vous avez enregistré toutes les commandes, si vous avez enregistré tout ce qui se passe au quotidien avec eux, vous savez plein de choses sur eux. Et donc c'est ça qui compte, c'est le nombre de colonnes dans notre langage, plus que le nombre de lignes. Donc même si vous n'avez que 1000 clients, vous pouvez, de mon point de vue, vous devez commencer à regarder ce qu'il y a dedans. Pour plus expliciter davantage encore la différence entre Big Data et Machine Learning, ça se complète, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. J'aurais tendance, moi, si vous vous souvenez de vos théories à l'école, la théorie de la longue traîne, hein, c'était Anderson qui avait développé ça, c'était si vous êtes Amazon et que vous mettez en ligne ici toutes vos références, vous mettez à gauche les best-sellers, très vendus, et puis à droite le fonds de catalogue qui n'est pas vendu. La théorie de la longue traîne vous dit qu'un fonds de catalogue, s'il est large, il peut vous générer autant de valeur que les best-sellers. Hein, donc, si j'applique ça à la donnée, vous rangez toutes vos données de la gauche à la droite, de celle qui a plus de valeur, hein, le prélèvement que vous faites tous les mois à vos clients, ça ne vaut pas le perdre, et à droite complètement le log d'hier soir sur votre site. Un log tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, donc unitairement, elle n'a pas beaucoup de valeur. La promesse potentiellement du big data, c'est dire que si je prends beaucoup de données qui n'ont pas beaucoup de valeur unitaire, je vais être capable d'en tirer quand même une information significative et importante pour l'entreprise. Donc je ne limiterai pas moi le big data aux données web. En fait, moi je me concentre essentiellement sur les données internes de l'entreprise, c'est-à-dire là où j'ai des données vraiment pertinentes et contextuelles sur ce qui se passe chez vous. Et donc, il n'y a pas le web d'un côté et puis le reste de l'autre. Je commence par qu'est-ce qui se passe chez vous et éventuellement après, on va enrichir avec ce qui se passe sur le web. Maintenant, j'aurais tendance à réduire le mot big data à la partie infrastructure en disant si oui, vous avez des téraoctets de données, des besoins en temps réel, vous avez des besoins d'infrastructure. Et là, il faut investir. Il faut des solutions, Spark, Hadoop, machin, des choses qui sont open source en général, mais qui demandent un peu de compétences et d'investissement pour les mettre en œuvre. Et ça, donc, ça suppose un certain seuil de volume de données pour déployer ça. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est tirer d'informations nouvelles de vos données, on est dans le machine learning. Donc, dans le premier mode, quand je suis Facebook
et que j'ai des milliards de posts tous les jours et que je dois les rendre consultables, il n'y a pas d'algorithmique intelligente spécialement derrière, mais il y a un gros enjeu de big data et de partage de l'information, de disponibilité. C'est un vrai enjeu technique. Quand par contre, j'essaie de reconnaître des visages ou quand je veux prédire qu'est-ce qui va se passer demain, qui va se connecter, machin, là, c'est l'algorithmique. Et là-dessus, j'ai pas de plancher d'éligibilité. Là, j'ai pas de. Si vous avez encore une fois 300 lignes et 10 colonnes, bon, c'est pas beaucoup, mais vous pouvez commencer à vous poser des questions de si je veux séparer les clients, le prospect, celui qui va acheter, celui qui va pas acheter, celui qui va cliquer, celui qui va pas cliquer. Il n'y a pas de plancher d'éligibilité. Donc, même les petits volumes, ça marche. Donc, je ne sais pas si ça éclaircit bien la notion de big data et machine learning. Après, on peut faire les deux ensemble. Si vous avez beaucoup de données et des choses compliquées à calculer avec, vous combinez les deux. Ça, c'est une échelle de valeur d'utilisation de la donnée qui, comme tout concept, est un peu simplifiant et un peu... mais je la trouve quand même assez pratique. C'était Bill Schmarzo de Dell qui avait sorti ça. La donnée, au départ, pour moi, c'est un déchet de processus. C'est-à-dire que vous collectez des données parce que vous gérez un process commercial et qu'il faut enregistrer la base client. Et puis le fait que vous les contactez, qu'il faut le relancer, vous avez des appels qui arrivent, il faut enregistrer que l'appel arrive pour le distribuer à quelqu'un. Et puis il faut payer le conseiller derrière. Donc ça sert à un processus. Point. Puis une fois que le processus est terminé, la donnée, vous la stockez et puis c'est fini, quoi. Bon. Et donc ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous êtes dans le business monitoring, vous comptez ce que vous faites, et c'est la première valorisation de la donnée, c'est comprendre ce que vous avez fait avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je vous montais d'un cran, j'ai passé au business insight, en fait ce qu'on appellera la BI, qui est j'ai la donnée et je vais commencer à la regarder sous plein d'angles différents, au-delà du comptage, pour essayer de voir de manière plus large, en plusieurs dimensions, qu'est-ce que j'ai vu. Là, la difficulté, c'est que quand on commence à creuser dans la donnée, on n'a jamais fini. Je peux toujours multiplier les angles de vue, ça n'en finit pas. Si j'ai trop long, il faut me faire des signes, c'est prévu. Et donc, mais c'est déjà intéressant de commencer à rentrer là-dedans pour juste faire connaissance avec sa donnée. On va pas commencer à passer en mode machine learning, big data. Quand je vais passer à ce qu'on appelle la business optimization, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est compliqué là, c'est que je dois poser une question. Qu'est-ce que je veux optimiser? Est-ce que je veux optimiser mon ciblage de clients? Est-ce que je veux améliorer ma chaîne de production? Est-ce que je veux diagnostiquer, améliorer la performance de mon réseau de vente? Il va falloir que j'arrive à poser une question extrêmement pointue parce que je parlais à un ordinateur et que le flou n'est pas permis. Donc c'est compliqué. Donc j'ai essayé de poser une question pointue. Et puis je vais ensuite essayer de trouver l'information dans ma donnée qui répond à cette question-là. Et ce que fait un algorithme, c'est tout simplement, quand je lui donne 300 colonnes, de dire où ça se passe. S'il y a un lien entre mes 300 colonnes et l'information que je cherche à comprendre, la performance de mon réseau de vente, le fait que le client va cliquer, pas cliquer, qu'il va résilier, qu'il a fraudé, que machin, et ainsi de suite. Si l'information existe dans tous les éléments de contexte que j'ai, j'ai depuis quand il est client, j'ai ce qu'il a acheté, j'ai quel commercial a travaillé avec lui, j'ai plein de choses. S'il y a un lien entre les deux, je le trouverai. Éventuellement, il n'y en a pas. Mais s'il y en a un, je le trouverai. Et donc, quand je passe dans ce mode-là, dans lequel je suis passé une question précise et j'ai utilisé un algorithme open source gratuit, vous pouvez commencer cet après-midi sur vos postes, il n'y a rien à payer, je suis dans la business optimization. Après, et c'est là-dessus que moi j'insiste beaucoup en disant c'est le business as usual, vous ne changez rien à votre métier, mais vous le faites mieux. C'est beaucoup des questions d'allocation de ressources. Vous ne pouvez pas envoyer vos commerciaux sur tous les relances, vous ne pouvez pas investir sur tous les maillons de la chaîne de production, vous ne pouvez pas tout faire tout le temps. Il faut choisir. Quand il faut choisir, une phrase que j'aime bien, c'est le big data n'est pas un outil de décision stratégique, c'est une stratégie de la micro-décision. Et des micro-décisions, vous en prenez tout le temps, tous les jours, dans tous les services. Dès lors que vous êtes sur un process récurrent, RH, par exemple, j'ai des problèmes d'absentéisme, ça se passe en permanence. C'est un sujet assez régulier, je peux essayer d'identifier, de diagnostiquer qu'est-ce qui crée mon absentéisme et comment je peux le corriger. C'est un problème data. Ok. Voilà, donc le business as usual, je le fais mieux. Après, je peux être opportuniste. Je monte une étape en plus. Je m'appelle Orange. Et j'ai la géolocalisation de 40% du parc des citoyens qui se déplacent tous les jours et je sais en permanence où ils sont. C'est pas mon métier, mais il se trouve que je le sais. Avec ça, je peux vendre à des centres commerciaux une analyse de trafic sur les centres qui rentrent, qui sortent, comment ils sont venus à pied, en vélo, en voiture, combien de temps ils sont restés, et ainsi de suite, et comprendre le flux de ce qui se passe. Dans une salle de concert, pareil, flux vision. Orange. Je m'appelle Uber, j'ai des années d'historique de circulation de mes taxis. C'est pareil, c'est un déchet. Au départ, j'ai eu besoin pour mettre en relation l'offre et la demande. Maintenant, j'ai un déchet. Ok, quand je l'exploite, je vends aux villes du diagnostic de circulation et comprendre quand j'ai fait des aménagements urbains, comment ça a influé sur la navigation, sur le trafic de ma ville. Donc là, je vends.
j'ai identifié que dans ma donnée, j'ai une information, un service qui n'est pas dans mon métier de base, mais que je peux valoriser. Dernière marche, cette fois je change mon business model. Je m'appelle Michelin, je construis des pneus et je les vends. Ça c'est mon business initial. Ce que je vais faire, ce qu'ils font déjà maintenant depuis des années, c'est qu'ils louent les pneus en disant, comme j'ai mis des capteurs dans les pneus, j'ai créé de l'information que j'avais pas. J'ai mis des capteurs dans les pneus. Je suis leur usure. Je suis capable de dire, non pas statistiquement, au lieu de 30 km vous arrêtez, vous la changez. C'est pour ce pneu-là, vous roulez encore 10 000 km et après, on va le changer. Donc, il loue maintenant du kilomètre de circulation, donc du service, plutôt que de la vente. Donc, c'est comme quand je passe du logiciel à licence au SaaS. J'ai changé complètement ma source de revenus. Si je comprends bien, effectivement, on a des données dans l'entreprise et on les valorise effectivement avec différents niveaux de valorisation, oui, ce que tu viens d'expliquer. Complètement. Et alors on peut travailler tous les niveaux d'un coup, mais encore une fois, moi j'insiste beaucoup sur cette partie-là parce qu'on a vite fait de fantasmer en fait sur la suite. C'est intéressant de commencer à se poser ces questions-là, mais là tout de suite. Il y a dans l'entreprise des questions de qu'est-ce que vous voulez optimiser. Ce qui m'intéresse, moi, qu'est-ce que vous voulez optimiser, pas à 15 jours, parce que je n'arriverai pas, mais entre 3 et 6 mois et 2 ans. C'est-à-dire à une échéance où les interlocuteurs métiers vont être motivés pour aider. Moi, je fais la partie facile, je trouve la réponse. J'ai des algos pour ça, c'est pas très compliqué. C'est vous qui faites la partie compliquée, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec votre donnée. Et c'est compliqué. Je veux réduire le churn, la résiliation de mes clients. Je veux anticiper. Moi, si on me pose des questions comme ça, je dis c'est simple, je prends votre base client, je vous la donne. Tous vos clients vont résilier un jour, dans 50 ans, ils sont tous partis. Donc, c'est pas ça que vous voulez savoir. Vous voulez savoir qui va résilier dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois. Qu'est-ce que vous allez faire si je vous donne la liste? Vous allez envoyer vos commerciaux, vous allez faire une offre, vous allez... À chaque fois qu'on va rentrer un cran plus loin dans ce que vous allez faire avec ce que je vais vous donner, on va corriger la question. Et donc, savoir poser une question en data, c'est compliqué. C'est compliqué. Plus tôt on s'y met, plus on avance, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien ce dessin-là, qui illustre très bien pour moi une démarche data. C'est que je prends un parapluie à l'envers là, qui collecte la pluie, c'est-à-dire pour moi plein de colonnes, c'est-à-dire plein d'éléments d'informations différentes sur vos clients, vos process, enfin votre centre d'intérêt. La météo avec, si vous voulez. Je réunis tout ça, mais je vais arroser une seule fleur avec, à la fois. Je vais arroser... Donc j'ai parlé des churners, ça peut être les fraudeurs, ça peut être les appétents, ça peut être l'organisation de mes agences en disant comment je combine mes équipes, ça peut être des choses extrêmement précises, mais un à la fois. Parce qu'on parle à une machine et que toute question floue amène à une bêtise très précise. Voilà, j'ai beaucoup parlé déjà. Voilà. Merci Denis pour cet éclairage. Maintenant, on va s'intéresser à l'aspect juridique des données, parce qu'on manipule des données, et il faut savoir quelles problématiques juridiques tournent autour de cette manipulation de données. Maître Frédéric Picard, vous êtes avocat spécialisé dans le domaine des nouvelles technologies. Que pouvez-vous nous dire sur les bonnes pratiques de la collecte et de la valorisation de ces données ? Alors bonjour, Frédéric Picard, avocat au sein du cabinet Gérard Arras. Je suis correspondant informatique et liberté du cabinet et aussi directeur du pôle contentieux. Donc effectivement, les nouvelles technologies sont en plein essor. Le big data, c'est quand même des questions assez récurrentes au sein du cabinet. Et quand nos clients viennent nous voir et nous disent « Ah, j'ai récolté plein de data, je veux faire ça, 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 ça », on leur dit « Attention, il y a quand même des règles du jeu ». Il y a des règles du jeu et ces règles du jeu, elles commencent assez naturellement au stade du recueil des données, puisque lorsque vous collectez des données, il faut déjà savoir dans quel but vous voulez les collecter. Et c'est ce qu'on appelle finalement la finalité du traitement des données que vous allez faire. Et ça constitue quand même la base, puisque lorsque vous collectez les données via une personne, cette personne doit savoir pourquoi vous les collectez et pour quel but et quelle raison. Et effectivement, au stade de la collecte, vous allez donner cette information en disant « je collecte vos données pour telle raison ». Et on le voit très régulièrement sur tous les sites de vente en ligne ou tous les sites d'opérateurs, on voit les mentions d'information apparaître, ainsi que les droits que vous avez de vous opposer au traitement de ces données.
Et bien évidemment, lorsque vous traitez vos données, il y a un autre stade, c'est que vous ne pouvez pas détourner cette finalité. À partir du moment où vous l'avez édictée, et notamment déclarée auprès de la Commission nationale informatique et liberté, puisqu'il faut déclarer vos traitements avant de les mettre en œuvre, vous ne pouvez pas vous détourner de cette finalité, à moins, à nouveau, d'informer, de recueillir le consentement de la personne concernée. Parmi ces règles du jeu, on va parler des principes directeurs. Il y a le principe de loyauté. Ça veut dire que les données doivent être collectées de manière transparente. Et on en revient toujours à ces fameuses mentions d'information qui peuvent être un peu rébarbatives, qu'on trouve régulièrement dans les politiques de confidentialité. Vous savez, avec les mentions légales, en dessous, des fois, il y a politique de confidentialité, le document qu'on ne lit pas souvent. Et puis, aussi dans les mentions d'information, généralement sur vos formulaires de collecte en ligne, il y a effectivement, nous collectons vos données, vous avez le droit d'y avoir accès, de les rectifier et de les modifier et de vous opposer. Ça apparaît de plus en plus, mais toutes ces mentions d'information sont là pourquoi ? Elles sont là pour vous en tant que personne concernée par le traitement de vos données. Pas forcément en tant que PME, mais il faut aussi avoir en tête que plus vous assurez une protection régulière vis-à-vis de vos clients, plus vous allez établir un lien de confiance. Et ce lien de confiance, il est fondamental dans les relations que vous allez avoir avec vos clients. Moi, personnellement, un site internet qui ne propose pas de conditions générales ou des petites mentions légales, ainsi que pas de politique de confidentialité, et je ne sais pas où vont mes données, je n'achète pas. Après, c'est une déformation professionnelle, mais... Ensuite, oui, autre élément, principe important, c'est qu'il y a un principe de proportionnalité à respecter. Ça veut dire que vous ne devez collecter que les données qui vous sont nécessaires à l'accomplissement de votre finalité. Donc ça va un peu à l'encontre effectivement du big data, mais tout dépend de la finalité pour laquelle vous les traitez et tout dépend des déclarations que vous faites, puisque vous pouvez collecter un grand nombre de données à partir du moment où il est nécessaire pour votre traitement. Alors, sur les formalités préalables, à l'heure actuelle, c'est la loi informatique et liberté qui s'applique. Alors, c'est une loi assez ancienne, depuis 1978. Il y avait effectivement un système de dispense. Il y a un autre système de déclaration simplifiée. Donc, tout le monde connaît un peu la norme simplifiée 48 sur les clients prospects. En réalité, c'est une simple déclaration en ligne à faire sur le site de la CNIL, très très simple, sauf que vous devez respecter exactement les termes de cette norme simplifiée et donc respecter les finalités qui sont proposées, le nombre de données qui doivent être collectées, la durée de conservation, etc. etc. Donc ça reste quand même dans un cadre assez strict. Si vous souhaitez aller au-delà de cette norme, il va falloir passer par la déclaration normale. Et puis si vous collectez des données sensibles, à savoir les données de santé notamment, vous allez devoir passer par le système d'autorisation, qui est beaucoup plus lourd, puisque là, la CNIL va vraiment regarder cette autorisation et va vous la valider. Alors que le système de déclaration, c'est juste une déclaration. Après, qu'elle soit bonne ou pas bonne, la CNIL va regarder une fois sur deux, hein, et encore. Alors aujourd'hui, il y a effectivement eu cette volonté par rapport aux États-Unis, vous avez vu toutes les grandes fuites de données, etc., de dire, eh bien, nous en Europe, on veut créer la souveraineté des données, on veut créer notre propre souveraineté. Et on ne veut pas que nos données aillent partout. Et c'est dans ce contexte-là qu'est venu un peu le règlement général pour la protection des données du 27 avril 2016, qui va rentrer en application le 25 mai 2018, donc je vous invite, alors pas forcément à le lire parce que c'est assez long et compliqué, mais en tout cas à en prendre connaissance, et je voulais un peu retracer les règles générales avec vous. L'objectif, c'était quoi ? C'était protéger le consommateur, pour pas que les données partent n'importe où et n'importe comment, et qu'on sache absolument tout ce que vous faites. Ça veut dire l'opérateur qui sait exactement où vous êtes allé. D'ailleurs, il y a une étude de la CNIL assez intéressante sur l'utilisation des smartphones, et notamment des iPhones. Il a été établi que toutes les 40 secondes, on savait où vous étiez. Donc on peut retracer exactement votre chemin. C'est assez intéressant à savoir.
Et le but, effectivement, de ce règlement, c'était de responsabiliser les acteurs. Alors, sur les principes posés, il y a toujours ce principe de minimisation des données qui fait écho à ce principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on ne va collecter que les données strictement nécessaires. Alors, ça va un peu plus loin, mais effectivement, alors ça va pas forcément contre le big data, je dirais, puisque vous l'avez parfaitement souligné, c'est qu'il faut avoir des données qualitatives. Vous avez beau avoir un grand nombre de données, bon, après, qu'est-ce que vous allez en faire? Bon, pas forcément grand-chose. Le but, c'est d'avoir des données qualitatives. Et il y a eu cette grande tendance, effectivement, à collecter tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a une sorte de revirement, c'est-à-dire que les gens préfèrent capter les données réellement intéressantes pour pouvoir, effectivement, avoir un objectif précis, remplir un objectif précis et voir les monétiser. Et ça, c'est parfaitement possible. Un autre principe qui est posé, c'est celui de l'autodétermination informationnelle. Alors là, on rentre effectivement, en tant que personne concernée, on rentre dans le phénomène de « je veux savoir ». Qu'est-ce qui est fait de mes données? Donc on va renforcer le consentement, on va renforcer l'obligation d'information. Et puis on va rajouter des droits. On va rajouter le droit à l'oubli, qui avait été déjà consacré par la jurisprudence préalablement, mais on va rajouter aussi le droit à la portabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire transférer nos données, par exemple d'un opérateur, à un autre. Donc vous pouvez exercer votre droit à la portabilité en disant « bon, ben, Orange, je transfère toutes mes données à Bouygues, et puis c'est comme ça ». Et puis après, il y a aussi le droit de ne pas être profilé. Alors ça pose plus de problématiques pour les acteurs du big data, mais malheureusement, il va falloir jouer avec. Alors, l'avantage pour les PME, c'est que lorsque le règlement sera vraiment en application, vous n'aurez plus forcément besoin de faire des déclarations auprès de la CNIL. Une formalité en moins, alléluia. Sauf que c'est remplacé par la création d'une obligation générale de tenue des registres. Alors, il y a une exception pour les PME en dessous d'un certain nombre de salariés. Je vous le passe. Mais en gros, il va falloir tenir un registre. Et ce registre, en fait, c'est pas compliqué. Par traitement, vous allez dire, ce fichier, ce traitement, c'est le traitement client. Donc, je collecte tel type de données, je les conserve tel nombre de temps, etc., etc. C'est assez simple. Vous avez des modèles donnés sur le site de la CNIL. Alors, le risque réel de ne pas respecter ces différentes obligations, c'est quoi? C'est un risque économique et opérationnel. Alors, j'ai une slide là-dessus, mais je vais la passer maintenant. C'est que si vous ne déclarez pas vos données ou si vous ne les avez pas mis dans vos registres, la cession de vos fichiers lorsque vous faites une cession de fonds de commerce ou autre va être nulle. D'accord. Donc il y a eu des gros cas comme ça qui sont posés en jurisprudence, une jurisprudence de 2013 qui a annulé la cession du fichier. Et puis, vous avez aussi des sanctions importantes vis-à-vis de la CNIL, administratives, mais vous avez aussi des sanctions pénales. Donc ça va de 5 ans et voire 300 000 € d'amende. Et puis après, vous avez aussi tous les risques de responsabilité civile qui découlent derrière. Et d'ailleurs, le règlement va permettre aux citoyens lambda de monter des actions de groupe s'ils le souhaitent et d'attaquer des entreprises qui ne respectent pas les règles en matière de données à caractère personnel. Et puis surtout, il y a un risque quand même de réputation. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, vous avez une perte de confiance des clients et des partenaires, et puis vous avez une mauvaise image. Et ce d'autant plus si vous faites alpaguer par la CNIL, puisque la CNIL peut décider de publier une mise en demeure à votre compte sur son site. Alors imaginez pour les grands groupes le préjudice que ça peut être. Alors il y en a certains qui y sont passés, ça les a pas tués, mais... Le règlement, en plus, encore on va plus passer sur les sanctions administratives, mais aujourd'hui, la sanction administrative était de 150 000 €. Google a été condamné à 150 000 €. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la loi République numérique, qui est une application en fait, du règlement européen, et puis de l'application du règlement européen, on va passer à 3 millions. Et puis on va passer aussi à 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires, voire 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires en fonction du type de manquement. Donc, ça fait quand même pas mal d'argent. Sur le profilage, je vous l'ai dit, pas de profilage sans consentement. Sur le fichier, on l'a aussi vu. Autre point, c'est vos données.
lorsque vous faites appel à des prestataires et notamment des hébergeurs de données. Il y en a certains, ils sont en Inde, au Pakistan, aux États-Unis. Bon, en gros, les données, elles sont parties. Et on ne sait pas quelle garantie il y a derrière. Donc, ce que prévoit le règlement, en tout cas la réglementation en vigueur, c'est déjà d'établir éventuellement, si ce n'est pas en dehors de l'Union européenne, c'est d'établir des clauses contractuelles type qui vous permettent, si vous voulez, d'avoir une certaine garantie vis-à-vis de votre sous-traitant et de dire, bon, tu as des obligations de sécurité et autres. Ou alors, lorsque vous êtes dans un groupe, on appelle ça des BCR, c'est des règles d'entreprise contraignantes. Donc là, ça va régir tous les transferts de données entre groupes. Le règlement pose aussi la possibilité d'édicter des codes de conduite et de certification. Et puis en ce qui concerne les États-Unis, il y a eu un grand brouhaha avant parce qu'il y a eu l'annulation de la réglementation s'appliquant là-bas, qui a été remplacée par le Privacy Shield, qui permet finalement aujourd'hui, lorsque l'entreprise a adhéré à ce Privacy Shield, l'entreprise américaine a adhéré à ce Privacy Shield, de pouvoir transférer en toute sécurité, enfin soi-disant, les données. Puisqu'on est bien évident, ce Privacy Shield qui est établi à l'heure actuelle fait l'objet de recours et va certainement être annulé compte tenu des faibles garanties accordées par les États-Unis. Sur la confidentialité des données, donc là, effectivement, l'objectif du RGPD, c'est d'assurer une meilleure protection, une meilleure concurrence entre les entreprises. La confidentialité, elle va passer par quoi ? Par les règles de sécurité que vous allez établir. Alors, il y a des règles de sécurité de mesures physiques. Donc, les mesures physiques, ça va être les accès aux locaux des serveurs et autres. Sécurisez-les par des patchs d'entrée ou autres. Pas de difficulté. Mais vous allez aussi avoir des mesures de sécurité logiques. Donc ça veut dire, lorsque des salariés, les mots de passe, il va falloir les rechanger régulièrement, comment vous les attribuez. Donc vous allez mettre en place des politiques d'habilitation, des politiques d'assurance sécurité, etc. Comment on envoie les mails entre nous, surtout les mails confidentiels, on va utiliser des techniques de chiffrement ou de cryptographie. Donc, il y a pas mal d'outils, mais tout ça, il faut le prévoir dans des documents internes, ce qui vous permet d'assurer, en tout cas, la continuité de la sécurité au sein de votre entreprise, puisque l'obligation de sécurité est quand même imposée par le règlement européen et par la loi française. Bien entendu, en fonction de la taille de votre entreprise, ne vous inquiétez pas, les mesures vont être adapté. C'est-à-dire que si vous êtes un grand groupe, effectivement, vous allez avoir un directeur des systèmes d'information. Si vous êtes un gérant avec une dizaine de salariés, ça va être plus léger. Donc, on a quand même cette volonté d'adapter. Pourquoi la sécurité ? Parce que les données que vous avez une obligation de les conserver de manière intègre. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elles soient déformées. À partir du moment où elles sont déformées, vous avez violé votre obligation de sécurité. Donc il faut prévenir tout dommage. Et puis il faut prévenir tous les accès non autorisés. Sachez qu'on peut faire des tests d'intrusion chez vous à partir de votre site internet. Et les failles de sécurité, en général, sont assez patentes. Donc, assurez-vous d'avoir un minimum de sécurité, notamment vis-à-vis de votre site internet, ce qui vous évitera d'avoir des personnes qui viennent piocher des données, ou voire même des contenus sur votre site internet. Parce que moi, j'ai beaucoup de litiges aussi sur la reprise de contenu. Ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Alors bien évidemment, quand vous avez une violation de l'obligation de sécurité, vous le notifiez à la CNIL sous les 24 heures et vous prenez les mesures nécessaires adéquates derrière. Ces mesures, ça doit être des mesures techniques et organisationnelles. Ça peut être la structuration de vos serveurs. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, il faut assurer un niveau de sécurité approprié. Autre technique de sécurité, si vous avez besoin de traiter les données et de faire effectivement de la prospective. Un autre système qui pourrait être employé, c'est quoi ? C'est l'anonymisation. À moins que vous ayez réellement besoin de savoir avoir le but de l'information sur une certaine personne, mais si c'est juste un business plan ou autre, passez par l'anonymisation. Alors, on fait une distinction entre l'anonymisation et la pseudonymisation. Pourquoi ? Parce que l'anonymisation, on n'est pas censé pouvoir retracer la personne, que ce soit de manière directe ou indirecte. La pseudonymisation, on va juste remplacer le nom par un autre nom.
puisque, je vous le rappelle, une donnée à caractère personnel, donc là on parle que des données à caractère personnel, donc qui visent des personnes, qui permet une identification directe des personnes, mais aussi une identification indirecte. Une carte de cantine, un numéro de cantine peut être une donnée identifiante. Les données anonymisées, c'est ce que je disais, ne peuvent plus être liées à un individu déterminé et déterminable. Et les données pseudonymisées, c'est les données d'identification remplacées par un pseudonyme. Alors, où est-ce que vous allez jouer aussi la confidentialité? Vous allez la jouer vis-à-vis de vos fournisseurs et sous-traitants. C'est pour ça que dans vos contrats avec vos sous-traitants, il faut les négocier et il faut implémenter ce type de clause. Pourquoi? Parce que, un, ça vous permet de respecter le règlement, et puis deux, c'est parce que vous aurez une responsabilité vis-à-vis des personnes concernées quant au traitement de vos données. Et puis, une autre manière aussi, c'est vis-à-vis de vos employés. Tout simplement, insérez une clause de confidentialité, et là, vous êtes tranquille. Effectivement, lorsque vous faites appel à des sous-traitants, vous êtes la personne qui donne les ordres, il est censé juste les exécuter, il doit présenter les garanties suffisantes de sécurité, donc assurez-vous qu'il détient une politique d'habilitation, il détient une politique sécurité d'information, etc., etc. À partir du moment où il a quand même toute cette base documentaire, vous pouvez demander les derniers audits qu'il a faits en matière de sécurité, vous êtes à peu près assuré qu'il n'y aura pas de difficulté. Vous le contractualisez, à défaut, il y aura une co-responsabilité. Autre moyen d'assurer une confidentialité sur les données, c'est le secret des affaires. Effectivement, les données, c'est un patrimoine informationnel, hein, donc elle a une valeur. Et autant avant en France, on n'avait que le secret professionnel qui ne couvrait absolument rien. Aujourd'hui, on a quand même une directive européenne du 8 juin 2016 qui va venir en application le 8 juin 2018 qui vous permet de prétendre à un secret des affaires. Donc si on vous viole ce secret, vous allez pouvoir vous défendre. Qu'est-ce qu'on couvre par le secret des affaires? Ça va être les informations, ça va être des informations présentant trois qualités. Un, il faut que l'information ait une valeur commerciale. Deux, il faut faire l'objet par la personne qui en a le contrôle de dispositions raisonnables pour les garder secrètes, c'est-à-dire qu'il faut prendre les mesures au sein de votre entreprise pour qu'elle soit gardée secrète et qu'elle ne soit pas facilement connue du public. À partir du moment où vous respectez ces trois critères, vous allez pouvoir faire valoir ce secret des affaires et pouvoir vous défendre là-dessus. Alors, cette directive ne couvre pas que le secret des affaires, elle couvre aussi le savoir-faire. Et sur le big data, tout simplement, effectivement, on avait ce système algorithmique et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle pose beaucoup de difficultés puisque y a eu ces questions de personnalité juridique du robot et autres. Ça a été rejeté par le Parlement européen. Si ça va être présenté au Japon, vous êtes sûr que ça va être adopté. Mais en tout cas, en Europe, ce n'est pas encore le cas. On revient toujours sur ce principe de minimisation et de collecte de masse où il va falloir diminuer. Et le big data, aujourd'hui, va se heurter à quoi? Effectivement, à ce principe de minimisation, mais aussi à l'interdiction de croisement des données. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir croiser les données de différents fichiers comme vous le voulez, ou avec un tiers. Vous ne pouvez pas rassembler des bases de cette manière. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Au sein de votre société, vous pouvez le faire, mais à partir du moment où vous faites appel à un tiers et qu'elles n'ont pas les mêmes finalités, vous ne pouvez pas les croiser. Donc ça, c'est une première difficulté déjà. Je vous sens étonné. On pourra en revenir. Autre chose, les données doivent être conservées pour un temps limité. À défaut, il faut réobtenir le consentement. Et puis, le traitement des données ne doit pas aboutir, et ça je pense que c'est quand même le grand apport du règlement européen, à une discrimination. Et là-dessus, c'est-à-dire que la société ne doit pas, sur la base des données qu'elle a collectées, prendre une décision qui vous discrimine. Ça va être le cas par exemple des assurances. Bon, vous cassez le pied tous les jours. Bon, mais effectivement, la société, elle va le voir. Donc elle va vous dire au bout d'un moment, bon, je vais résilier mon contrat, ok. Et puis, vous allez voir une autre compagnie pour vous faire assurer. Et puis, elle, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à avoir ses données. Et puis, finalement, elle augmente les primes. Non, pas possible.
Et alors j'avais un exemple, c'était le magasin Target, qui lui, avec l'ensemble des données de ses clients, arrivait quand même à déterminer. Alors Target, c'est des magasins c'est des food markets aux États-Unis, très très gros, qui arrivaient quand même à prédire que vous alliez tomber enceinte et vous envoyer des brochures adéquates. Sympathique. Évidemment, ce principe de discrimination ne doit pas être appliqué dans le cadre du recrutement et dans le cadre des algorithmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une grande vague de promouvoir la transparence des algorithmes. Et c'est tout. Merci Frédéric pour cet exposé assez complet, en tout cas. Évidemment, vous vous rendez compte que c'est des sujets complexes à aborder. Donc il faut, vous, en tant que chef d'entreprise, vous faire accompagner. Et vous pouvez venir nous voir pour justement vous faire accompagner de façon efficace, en tout cas. Je vais donner maintenant la parole à Laure Boutron. Vous êtes directrice marketing chez Exact France. Dites-nous, faut-il être une big entreprise pour utiliser le big data? Bonjour à tous. Déjà, je vais donner un œil un petit peu différent de celui qu'on vient d'entendre, puisque je vais donner le point de vue à la fois d'une PME, mais aussi d'un éditeur de logiciels au service de PME. Avec la particularité pour cet éditeur de logiciels de servir les entreprises, mais également les experts comptables qui ont la finalité de servir évidemment les PME. Donc le big data est-il réservé aux big entreprises ? Pour les grandes entreprises, aujourd'hui, le mouvement est déjà en marche. Il est clair que les grands groupes ont tous mis en place des projets de big data, avec même parfois la nomination de Chief Data Officer, et pour une utilisation en interne ou en externe, et que ce soit dans le B2B ou dans le B2C. Évidemment, la première application que l'on a en tête, c'est le marketing. Pourquoi le marketing ? Puisque pouvoir prédire aujourd'hui le comportement d'un client et surtout pouvoir prédire qu'il va évidemment quitter le cycle de vente puisqu'il y a une insatisfaction, c'est le rêve de tout directeur commercial. Donc c'est un des points clés, mais aussi cette possibilité de mettre en place des modèles. Et donc ça, c'est un autre axe. Il y a aussi, à cela, on peut voir quand même des points positifs, et donc c'est vrai que je viens un peu pour contrebalancer, puisqu'évidemment il faut faire très attention à la protection des données, mais le big data a aussi des effets positifs, comme notamment les recherches qui peuvent se faire au niveau de tout ce qui est santé, pharmaceutique, puisque on est sur une analyse d'un volume important de données, en tout cas pour le moment. Et donc cela permet de mettre en place, de modéliser un certain nombre de comportements et d'anticiper un certain nombre de tendances. Donc pour cette raison, du fait qu'effectivement on traite un volume important de données, les grandes entreprises sont les plus à même aujourd'hui de traiter ce volume important de données. Mais pas que. Voilà. Donc effectivement, maintenant, quelle application on peut effectivement avoir dans... Alors aujourd'hui, en tant que particulier, on est tous aujourd'hui effectivement, et c'était un petit peu le point qu'on vient de voir, on est tous aujourd'hui dans un cycle de collection de données, de données personnelles. Et effectivement, on a la chance de bénéficier d'un cadre juridique en Europe qui est très protecteur et qui va certainement se renforcer sur ce point. Mais aujourd'hui, vous le savez tous, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vos données sont collectées, ou bien sur d'autres sites communautaires. Et également, à terme,
les objets connectés qui sont encore aujourd'hui peu répandus, mais qui sont très connus, surtout du point de vue de l'utilisation dans le domaine de la santé. Donc toutes ces données, effectivement, aujourd'hui sont analysées, et l'intérêt de pouvoir engranger un certain nombre de données, c'est aussi de permettre toujours de faire du conseil et du prédictif. Donc on peut prendre l'exemple de la collecte de données liées, par exemple, à la météo. Donc si on collecte un ensemble de données très importantes sur des tendances météorologiques, mais également des données liées donc plus particulièrement à l'agriculture, ça peut permettre à terme aux petits jardiniers de pouvoir être plus précis dans ses plantations. Donc toutes ces données, en fait, effectivement, ont pour but aujourd'hui de permettre une meilleure prédictabilité. Voilà. Voilà, la question, effectivement, maintenant, c'est pour les TPE et les PME. Et oui, puisque c'est ce qui vous concerne tous aujourd'hui. Alors vous allez me dire, effectivement, dans Big Data, il y a Big, et les PME n'ont pas forcément accès à un volume important de données. Les données seulement en nombre important permettent effectivement de modéliser et de réfléchir, en fait, puisque on est aujourd'hui sur le big data dans une problématique derrière de pouvoir combiner effectivement les données et donc de définir ces tendances. Aujourd'hui, dans les PME, très souvent, les données sont partagées sur différents silos, et donc l'intérêt, c'est de pouvoir rassembler l'ensemble de ces données sur un nuage. Donc c'est pour ça que vous avez le petit schéma ici. Donc le cloud permet effectivement de consolider l'ensemble des données, ou pour une PME ou pour un ensemble de PME, et donc ainsi de délivrer ces tendances. Il y a aussi des logiques communautaires dans le monde du business qui, de la même manière, peuvent permettre de rassembler encore des données. Enfin, je pense que vous avez aujourd'hui, pour certains d'entre vous, une utilisation du marketing en ligne. Et j'imagine, sans faire de pub pour eux, que vous utilisez très certainement les annonces Google. Google propose donc des annonces en ligne, et ils ont mis en place, pour aider justement l'ensemble des PME, un outil qui s'appelle Google Trends, et qui donne justement les tendances des mots-clés en fonction d'une saisonnalité. Ce type d'outils ne sont possibles qu'après une analyse très importante de données. Donc la PME, là où elle ne pourrait pas évidemment délivrer Google Trends, mais par contre elle est en mesure de bénéficier des outils qui sont mis en place grâce au Big Data. Enfin, mais là, je pense que je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler, mais il y a aujourd'hui la Legal Tech qui s'adresse aux avocats. Et c'est vrai que on a une quantité très importante en matière juridique d'arrêts, mais également de jurisprudence. Et typiquement, effectivement, le big data pourrait permettre d'analyser sur un cas particulier. Bien sûr, ça ne va pas remplacer l'intelligence humaine. Il s'agit juste d'outils qui vont vous accompagner sur de la performance et du gain de productivité. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des applications concrètes ? Est-ce que tu peux nous parler de ces applications ? Donc le groupe Exact, donc c'est comme je vous le disais en introduction, c'est un éditeur de logiciels. Donc nous proposons des ERP, donc des progiciels de gestion aux TPE, PME.
entre 3 et 80 salariés, mais également aux experts comptables. Aujourd'hui, notre politique en termes de confidentialité des données est extrêmement claire. Toutes les données d'ordre financier sont la propriété exclusive des clients et nous ne faisons pas aujourd'hui d'analyse de données financières. Donc ça, c'est un point très clair. On a une certification de sécurité ISAE qui nous y contraint. Mais je dirais, au-delà de ça, c'est aussi une volonté de notre part, puisqu'on est conscient que nos clients nous font confiance, stockent des données chez nous, et nous ne les utiliserons pas sans leur accord. Pour autant, aujourd'hui, nous avons un département de R&D qui travaille sur le big data. Et sur quel point travaille-t-il alors ? Eh bien, sur l'amélioration de l'expérience client. Et non pas sur la base de l'utilisation de données financières, mais sur l'analyse de comportement, sur la répétition de scénarios, et cela permet en fait, en analysant sur le passage d'une transaction, l'enregistrement d'un stock par exemple, eh bien à ce moment-là on est capable encore une fois de benchmarker si l'interface que nous proposons est la meilleure ou pas. Et donc le big data aujourd'hui nous permet d'améliorer l'expérience client, d'améliorer les interfaces. Donc ça, c'est un point qui est très important. Par ailleurs, et c'est là où effectivement on rejoint l'approche communautaire dont je parlais, nous proposons des services additionnels. Ces services additionnels sont des briques qui viennent se rajouter et non pas le cœur du logiciel. Et ces briques-là ont effectivement des conditions de confidentialité qui sont différentes et qui nous permettent alors d'utiliser le big data. Notamment, un de nos projets, donc on a notre ligne stratégique qui est Exact Share, Connect and Finance. La première brique qui est Exact Share, qui permet justement d'échanger un certain nombre de bons conseils, de bonnes pratiques entre l'ensemble des utilisateurs des solutions d'Exact. Et encore une fois, ces données-là viennent nous permettre d'améliorer et d'être force de proposition. Donc, il faut être clair, l'intérêt d'engranger toutes ces données pour n'importe quelle entreprise, le but final n'est pas du bénévolat. Hein. Le but final est vraiment commercial. Mais il peut être, au lieu de vendre un service, il peut être d'améliorer un service existant. Et c'est vraiment le point qui est important à retenir, c'est que le big data a cette capacité aujourd'hui de modéliser et donc éventuellement d'améliorer un service. Alors, quelques conseils clés pour vous, si vous souhaitez avoir une politique big data. Tout d'abord, et le point clé, mais ça c'est vrai pour n'importe quel projet, c'est de définir vos objectifs. Est-ce que c'est justement de maximiser mes ventes ? Est-ce que c'est uniquement parce que j'ai justement, moi-même, je suis éditeur de logiciels et je souhaite maximiser cette expérience ? Est-ce que je souhaite proposer des services additionnels ? Est-ce que c'est pour être en amont et générer plus de leads? Donc vraiment définir très clairement vos objectifs. Ensuite, il faut identifier vos sources de données. Et c'est là où effectivement on se retrouve à nouveau sur le point du cloud, puisque aujourd'hui la difficulté, si vous êtes au sein de votre entreprise avec uniquement des logiciels hébergés on-premise, à ce moment-là, vous n'aurez pas cette capacité, théoriquement, à moins que vous ayez plusieurs milliers de clients, ce que je vous souhaite, mais vous n'aurez pas ou peu la possibilité, justement, de matcher ces données. Donc, effectivement, c'est l'étape qui suit, c'est de pouvoir consolider ces données, hein, et tout en suivant méthode, rigueur et créativité, ensuite, il faut analyser les rapports. Et évidemment, une fois qu'on analyse ces rapports, il faut maximiser l'utilisation des données que l'on a obtenues. Mais
vous allez me dire, la donnée, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Hein, alors, évidemment, quand on prend une décision business, aujourd'hui, il n'y a pas que des données. Pour autant, aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance inverse. C'est-à-dire que très souvent, les décisions en entreprise sont prises beaucoup plus sur des critères, j'allais dire, affectifs et sur du sentiment que sur, justement, ce qu'on appelle des data-driven business decisions. Donc, l'intérêt du big data, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur un ensemble de données et de pouvoir dire ma décision, elle est factuelle et elle s'appuie sur telle et telle donnée. Donc, without data, you're just another person with an opinion. Hein, sans données, vous êtes seulement une personne avec une opinion de plus. Donc, il est vrai que si on est chef d'entreprise, son opinion est plus importante que si on est un simple employé, puisqu'on a l'expertise, on a la connaissance de son entreprise. Pour autant, le sentiment, le ressenti ne doit pas être le seul décisionnaire dans une entreprise. Quels sont les bénéfices immédiats? Donc, je m'appuie sur une enquête qui a été menée auprès de 300 chefs d'entreprise. Les bénéfices immédiats attendus de l'utilisation du big data, ce sont la productivité et la profitabilité. Il est vrai que le big data, encore une fois, va vous permettre, si vous en avez une utilisation rationnelle, de diminuer un certain nombre de temps d'analyse que vous allez faire. Ce temps d'analyse va être préalable, mais une fois que les process ont été mis en place, après, vous pourrez en bénéficier tout au long de l'ensemble des processus commerciaux et également pour la mise en place de nouveaux produits. Pour autant, on voit que sur cette enquête qui a été menée auprès de 300 chefs d'entreprise, il y en avait plus de 60% qui étaient utilisateurs de solutions cloud. Donc on se retrouve à nouveau dans cette problématique de silos de données qui sont, s'ils sont conjugués, s'ils sont partagés, alors on aura cette possibilité d'analyse. Merci beaucoup, Laure, pour cet exposé. Nous comprenons maintenant mieux ce matin ce qu'est le big data, ses applications, ses règles du jeu aussi, pour les PME notamment. Évidemment, le big data a besoin des nouvelles technologies, comme le cloud, parce que on en a parlé ici ce matin, permettent d'accélérer son usage et sa croissance. Cette notion de cloud est encore finalement assez mal comprise et d'ailleurs elle sera discutée lors de ce mois du numérique, lors d'une table ronde qui aura lieu mercredi 28 juin ici même, qui sera animée par Jean-Bruno Razafi-Mandimbi, désolé pour son prénom, son nom que j'ai du mal à dire, de Ciba Conseil, donc avec des acteurs connus du cloud. Évidemment, je vous invite à venir nombreux à cette table ronde pour comprendre ce qu'est le cloud. Je vais maintenant passer la main à Jacques Tech, qui a œuvré, je dirais, dans l'organisation de cette table ronde et qui va se présenter aujourd'hui. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui à cette table ronde dans le cadre de ce mois du numérique. En fait, avant de commencer à présenter mon rôle au sein de la CCI Seine-et-Marne, je vais tout d'abord vous parler des challenges numériques qu'on organise ici. En fait, ça s'adresse aux porteurs de projets et aux entreprises qui ont développé, donc si vous en faites partie, si vous avez développé un projet novateur dans le numérique, dans toutes ses formes, je vous invite à venir à participer à ce concours.
qui va nous permettre, en tout cas à la CCI, de mettre en avant votre projet et votre innovation numérique. Vous pouvez télécharger directement le dossier d'inscription de candidature sur le site seine-et-marne.cci.fr et vous avez jusqu'au 30 septembre pour candidater. Si vous voulez avoir des exemples, je vous invite juste à la sortie, au niveau de l'accueil, il y a un mur digital qui vous présente les 10 présélectionnés de 2016. Et pour 2017, on va partir sur le même principe. Il y aura 3 lauréats qui se partageront 6 000 € de prix. Donc voilà, je vous invite en tout cas, si vous-même avez un projet ou si vous avez une connaissance qui pourrait participer à ces challenges numériques. Alors, moi, pour me présenter, certains me connaissent déjà, d'autres non. Moi, je suis conseiller au sein de la Chambre de commerce de Seine-et-Marne. Moi, je suis ravi d'avoir rejoint la CCI. Mon rôle, ça va être vraiment d'accompagner les entreprises, les TPE, PME, pour cette transformation numérique dont on parle depuis un moment. Ça va être concrètement d'aller en entreprise, de rencontrer le dirigeant pour établir un diagnostic de stratégie digitale, voir comment le dirigeant fonctionne en interne avec ses collaborateurs, voir comment il fonctionne en externe également avec ses prestataires et ses clients, et d'évaluer sa maturité digitale. Moi, avec mon expertise, je vais établir des recommandations, essayer de trouver des leviers, 1, 2, 3, plusieurs leviers digitaux, numériques qui vont l'aider en tout cas à prendre ce virage numérique et en tout cas à continuer à développer son activité et malheureusement, j'espère en tout cas aider l'entreprise à ne pas disparaître parce que c'est vrai que ce virage numérique est vraiment un sujet clé et important. Je vais également, suite à cet accompagnement, proposer une autre forme d'accompagnement dans la rédaction de cahier des charges, dans le choix des prestataires. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans ce diagnostic numérique. Donc ça fait partie une de mes missions. Une autre de mes missions est justement de travailler sur des événements tels que cet événement auquel vous assistez aujourd'hui, qui est le mois du numérique. Donc faire venir vous, chefs d'entreprise, entrepreneurs, rencontrer des experts qui ont des solutions à vous proposer pour justement développer votre activité. Et donc on a plusieurs événements, on a comme l'a dit Stéphane, on a encore une autre journée une autre table ronde sur le cloud, donc le mercredi prochain. Enfin, pour finir, on a d'autres actions, mais je pense qu'une vidéo, une motion design qui a été fait et qui vous résumera vraiment nos actions, mes actions, en tout cas sous la marque Les Digiteurs, qui est vraiment la réponse numérique des chambres de commerce d'Île-de-France pour les entreprises et les TPE et PME. Voilà, donc on a une vidéo à vous montrer. Voilà, donc je repasse la parole à Stéphane. Merci beaucoup. Je vais me présenter parce que je ne l'ai pas fait au début. Donc moi, je suis Stéphane Paris, je suis consultant en transition numérique, donc sous ma propre société Digitaline. Je suis à l'ANI et de la même manière, j'accompagne, donc on est très complémentaires, j'accompagne les entreprises du 77, du 93. Enfin, j'essaie de faire du local parce que c'est plus intéressant, en tout cas d'aider les gens dans le 77, donc à se transformer, à la mise en œuvre des solutions pour gagner en efficacité, etc., à faire leur propre transition numérique. Voilà. Donc si vous avez effectivement des questions et des questions, on aura certainement des réponses, en tout cas j'espère. Donc n'hésitez pas, monsieur. Bonjour Jean-Baptiste, micro-entrepreneur en social tech. Je suis étonné de ne pas entendre parler d'open data ou de data open source, puisque du coup depuis un petit moment il existe beaucoup de bases de données ouvertes et dans le big data c'est quand même très utile de les utiliser. Je pense à Etalab qui a donné la base Sirène au 1er janvier. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire peut-être légalement et puis comment on peut les utiliser à bon escient ?
Ok. Au tout début, je disais, moi je commence toujours par regarder les données internes de l'entreprise, donc ce qui est vraiment très contextuel sur ce qui se passe. L'enrichissement avec de l'open data vient pour moi dans un deuxième niveau, c'est-à-dire après un ou deux sprints, dans lequel, oui, on se sert de la base sirène. Avant, on allait scraper les données des concurrents pour savoir quand on analyse un réseau commercial, est-ce que chaque entité elle est à 100 mètres du concurrent ou à 10 km. Maintenant, j'ai la base sirène, effectivement, depuis janvier, là, 10 millions de lignes dans lequel on a l'information des implantations de toutes les entreprises. Bientôt, on aura le flux de mise à jour. On a le flux de mise à jour que sur quelques semaines, quelques mois. On a fait une soirée récemment là, avec l'INSEE qui raconte justement qu'ils vont d'ici 2 ans probablement nous mettre en ligne tout l'historique d'évolution des entreprises dans la sirène. Donc ça nous donnera beaucoup d'informations sur comment évolue un tissu économique local, des choses qui peuvent être potentiellement très intéressantes pour les entreprises. Donc après, il y a des données IRIS de l'INSEE, des données open. En fait, oui, il y en a effectivement énormément. Moi, j'ai tendance à les mettre dans un deuxième niveau quand j'ai commencé par regarder les données internes. Mais effectivement, je m'inscris dans votre remarque. Une autre... C'était juste pour rebondir effectivement sur le fait que quand j'entendais par communauté, effectivement, on est très, très clairement dans une logique d'open source. Donc effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Et l'open source a cette capacité à agréger un certain nombre d'adhérents. Oui, puis effectivement, quand on parle de big data, ça comprend l'open data. Il est clair qu'aujourd'hui, grand nombre d'acteurs investissent ce marché, puisque les collectivités et l'État vont devoir ouvrir leurs données. Alors, il y a déjà un mouvement qui a été mis en marche comme ça, mais effectivement, nous, on accompagne des éditeurs d'open data dans le développement de leurs solutions logicielles. Et je peux vous assurer qu'ils partent de rien et ça fait un carton. Ils sont déjà aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Bonjour, Bruno Triboire, je suis consultant achat. Alors moi, la question que je me pose, c'est que pour une entreprise qui démarre, un jeune ou un plus ancien, qui ne connaît rien aux data, qui ne connaît rien à l'informatique en général, combien est-ce que ça peut lui coûter entre la partie avocat, la partie mise en place, etc., etc. C'est très compliqué comme question, je le sais, mais est-ce qu'on peut imaginer une enveloppe minime? Et Maxime, on ne peut pas parce que de toute façon, une enveloppe maximale, ça peut aller très loin, je le sais. Mais pour démarrer, comment est-ce qu'un jeune entrepreneur peut-il budgéter toute cette opération ? En fait, il y a deux choses. Il y a le fait de décider d'avoir une stratégie big data, d'internaliser ça et d'en faire une activité de l'entreprise. Donc là, sur ce point, le coût, il est variable en fonction, par exemple, du nombre d'ingénieurs qu'on va recruter. Effectivement, il y a l'aspect legal, mais à la limite, l'aspect legal, en tout cas, quand je parle du point de vue d'un éditeur de logiciel, il a été quand même traité en amont, puisque on ne peut pas commercialiser dans tous les cas un logiciel sans avoir défini des conditions d'utilisation. Par ailleurs, si on prend effectivement l'exemple d'une start-up, elle peut dès à présent bénéficier du big data. Les exemples que je donnais de Google Trends, par exemple, il y a un certain nombre de services communautaires qui sont même parfois en freemium. Alors pourquoi ? Parce que peut-être que derrière, ils réutilisent effectivement les données justement à des fins derrière marketing commercial. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a déjà des services issus du big data qui sont disponibles pour les PME. Donc, à la limite, la réponse, elle est, j'irais, entre 0 et puis plusieurs millions, selon ce que l'on veut, enfin, le degré d'importance que l'on veut donner au big data dans l'entreprise. Ouais. Et en fait, toutes les ressources nécessaires, en big data, tout existe en open source. Les meilleurs algorithmes qui gagnent les concours Kaggle entre data scientists, c'est disponible en Python, en R, qui sont des environnements qui sont purement gratuits, que tout le monde peut installer aujourd'hui sur son poste. Donc la ressource, même si je veux faire du Hadoop, du Spark, des choses vraiment des environnements très pointus, c'est des suites qui sont gratuites. Après, je peux payer des accompagnements payants. Ce qui va coûter, après, c'est la compétence disponible pour s'en servir. Donc, quand on démarre, eh bien, pour moi, les algorithmes sont de plus en plus
conviviaux à utiliser, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de solutions qui nous permettent bientôt vous aurez un bouton dans Excel qui vous dira je vais faire un XGBoost sur, sur cette liste, sur ce tableau-là parce que je prédire la colonne 42. Ok, bon, donc ça peut devenir de plus en plus simple à utiliser aussi. Donc, bon, j'ai pas de vraie réponse à la question, donc je vais un peu à côté. Moi, je dirais pour une approche, en tout cas dans mon cas, quand on me pose cette question-là, la première approche, c'est de savoir ce que l'on veut faire, l'objectif qu'on a vu tout à l'heure, et d'aller tout de suite chercher des solutions dans le cloud. Il existe un tas de solutions. Faites-vous aider par des experts, des gens, des digiteurs, des experts, des gens qui sont dans votre entourage, qui sont du métier, qui connaissent ces nouvelles technologies, qui les testent et qui vont pouvoir vous orienter vers les bonnes solutions. Après, si vous faites quelque chose de complètement innovant, vous avez une entreprise technologique du coup, et il va falloir investir dans un projet innovant. Mais là, c'est complètement différent. Mais la plupart des cas, il y a des solutions dans le net qui sont accessibles à des prix accessibles, notamment pour les jeunes les entrepreneurs, les jeunes entreprises. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette vision, c'est-à-dire que pour les entreprises qui sont hyper technologiques, effectivement, les questions qui vont se poser vont être extrêmement complexes. Donc, il est bien évident que les frais vont être assez élevés. Pour des TPE, PME, on va dire, classiques, mais qui veulent utiliser effectivement ce big data pour valoriser leur savoir-faire ou savoir qu'est-ce que font leurs clientèles, etc. Il est bien évident que le budget, en tout cas en matière légale, va être assez réduit. En général, sur un projet, on calcule, faut budgéter 10%, 10% en matière financière sur le budget. Mais ce qui est intéressant dans le big data, c'est qu'il y a toutes ces solutions existantes. Et parmi ces solutions, et c'est là où on appelle aux éditeurs de logiciels de respecter les règles, c'est que finalement, vous aurez à faire vos déclarations, ce qui ne coûte pas grand-chose. À la limite, vous tenez votre registre, si vous avez besoin d'aide, ça ne va pas vous coûter vraiment cher. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir des éditeurs qui, eux, se sont d'ores et déjà conformés à la réglementation, et notamment au règlement européen, puisque vous avez quand même le principe de privacy by design, où dès la conception du logiciel, le logiciel doit respecter les règles en matière de traitement de données à caractère personnel, par exemple. Donc finalement, si vous faites appel à des prestataires ou des solutions logicielles qui respectent d'ores et déjà ce principe, vous êtes quand même grandement soulagé. Une autre question peut-être ? Sans doute. Bien, je crois qu'on a fait le tour de la question aujourd'hui. Donc, écoutez, on va vous remercier d'être venus ce matin. On va remercier les personnes qui sont intervenues lors de cette table ronde. Et puis, on va se retrouver au café à côté pour pouvoir discuter effectivement à bâton rompu de ce sujet du big data qui nous a animés ce matin.